Bonsoir, nous allons corriger l'exercice 3 sur le rôle du système nerveux, sur le rôle du système nerveux dans le comportement moteur d'un animal. Et- mais c'est l'exercice 4 de la série sur le comportement moteur en classe. Alors, on nous dit un exemple de comportement alimentaire simple nous est donné par le crapaud. Le crapaud commun se nourrit de limaces, d'insectes, de vers de terre. Une fois la proie repérée, le crapaud se tourne vers elle et avance lentement dans sa direction. Arrivé suffisamment près, il projette vers elle sa longue langue gluante, engloutit sa victime rapidement, puis s'essuie la gueule. Donc quand on parle de langue gluante, c'est une langue qui colle. Alors, ensuite on dit, on présente devant un crapaud à quelques centimètres de lui une libellule morte suspendue immobile à un fil. Le crapaud ne réagit pas. Dès que l'on fait danser la libellule en agitant le fil, aussitôt il l'avale. Quel est le stimulus qui a déterminé la capture? 2. On veut préciser les caractéristiques du stimulus qui provoque la capture. On a un document 1. On nous dit dans ce but, on enferme un crapaud dans un cylindre de verre et on fait défiler à vitesse constante à quelques centimètres de lui, document 1, différentes formes rectangulaires de carton noir de largeur constante L, petit l, mais de longueur variable grand L. Ces formes sont présentées verticalement et horizontalement. Dans chacune des situations, on note le nombre de tentatives de capture, document 2, commentaire du document 2, de façon à présenter les caractéristiques du stimulus déclenchant la capture. Alors, le document 1, si vous le regardez ici, donc c'est un crapaud qui est dans un cylindre de verre avec un carton qui défile. Et le document 2, vous avez donc ici le document 2, c'est un. Donc, on a essayé de voir le nombre de tentatives. Voilà. Donc, le document 2 est là. Avec donc le nombre de tentatives par minute. Ensuite, on a. Voilà. Ici, on nous dit en 3 l'implantation d'une microélectrode dans certaines fibres du nerf optique permet d'obtenir sur l'écran de l'oscilloscope les enregistrements suivants en réponse à la présentation au crapaud des formes en carton de l'expérience précédente, document 3. Donc, vous avez ici au niveau du document 3, voilà, donc une forme présentée en mouvement, c'est une forme horizontale et on a mesuré la réponse électrophysiologique. De même que une autre forme horizontale en mouvement, on a mesuré également la réponse sur les fibres optiques et enfin une forme verticale. En A, rappelez de façon concise ce que représente chaque trait vertical sur les enregistrements. En B, indiquez comment la réponse de la fibre traduit les caractéristiques du stimulus. C, montrer comment les résultats des 3 expériences précédentes contribuent à une meilleure compréhension des préférences alimentaires du crapaud. B, des stimulations électriques expérimentales de certaines cellules situées dans les régions encéphaliques où se terminent les fibres des nerfs optiques déclenchent chez le crapaud la séquence comportementale suivante. Bon, séquence comportementale suivante, donc c'est suivante au lieu de suivant, on va corriger ça après. Après, on nous dit orientation de la tête, ouverture de la gueule, projection de la langue, essuyage de la gueule. Voilà. On va donc
voir ici. On a dit un exemple de comportement alimentaire simple nous est donné par le crapaud. Le crapaud commun se nourrit de limaces, d'insectes, de vers de terre. Une fois la proie repérée, le crapaud se tourne vers elle et avance lentement dans sa direction. Arrivé suffisamment près, il projette vers elle sa longue langue gluante, engloutit sa victime rapidement, puis s'essuie la gueule. Donc, c'est ça. Voilà. Voilà, après on dit, on présente devant un crapaud, à quelques centimètres de lui, une libellule morte suspendue, immobile à un fil. Le crapaud ne réagit pas. Dès que l'on fait danser la libellule en agitant le fil, aussitôt il l'avale. Quel est le stimulus qui a déterminé la capture? Donc, ici on sait que sans mouvement, le crapaud ne réagissait pas. Donc, on va dire donc que le crapaud ne capture la libellule qu'après son agitation. Donc, on va tirer une conclusion. Donc, on va dire conclusion, c'est le mouvement qui a sensibilisé sa vue. Donc, le stimulus qui a déterminé la capture, c'est la proie en mouvement. La proie en mouvement, c'est ça donc qui est le stimulus qui a déclenché la capture. Parce que quand la libellule était immobile, il n'y avait aucune réaction du crapaud. Voilà, donc c'est le stimulus qui a déterminé la capture, c'est la proie en mouvement. Maintenant, on nous dit, on veut préciser les caractéristiques du stimulus qui provoque la capture. Dans ce but, on enferme un crapaud dans un cylindre de verre et on fait défiler à vitesse constante à quelques centimètres de lui, donc document 1, différentes formes rectangulaires de carton noir de largeur constante, petit L, mais de longueur variable, grand L. Ces formes sont présentées verticalement ou horizontalement. Dans chacune des situations, on note les caractéristiques, on note le nombre de tentatives de capture, document 2. Commentez le document 2 de façon à présenter les caractéristiques du stimulus déclenchant la capture. Donc ici, vous avez là le nombre de tentatives par minute et ici, vous avez une forme verticale, donc du carton. Ensuite, ici, l'évolution de la longueur, longueur de la forme en unité arbitraire. Et là, ici, vous avez donc une forme horizontale. Ici, vous avez le nombre de tentatives par minute et là, vous avez la longueur de la forme en unité arbitraire, UA. Donc, ce qu'on constate ici, là, c'est que, voilà, ce que l'on constate, c'est que, pour commenter ça, on peut dire, donc, commentons le document 2 afin de préciser les caractéristiques du stimulus déclenchant la capture. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que avec la forme verticale en mouvement, le nombre de tentatives diminue avec l'augmentation de la longueur de la forme. Alors qu'avec la forme horizontale en mouvement, on a le nombre de tentatives qui augmente avec l'augmentation de la longueur de la forme. Donc les caractéristiques du stimulus, c'est quoi? Forme longue et mouvement horizontal. Voilà, donc c'est la forme longue et le mouvement horizontal, c'est ça donc qui constitue les caractéristiques du stimulus. Alors, là en 3, l'implantation d'une microélectrode dans certaines fibres du nerf optique permet d'obtenir sur l'écran de l'oscilloscope les enregistrements suivants en réponse à la présentation au crapaud des formes en carton de l'expérience précédente, document 3. Voilà, donc le document 3, là vous avez une forme donc la forme horizontale, et là également une forme horizontale, là une forme verticale du carton, et tous ces éléments-là sont en mouvement.
Et ce qu'on constate, c'est que pour deux formes horizontales en mouvement, avec donc il y a une activité électrique plus importante au niveau des fibres optiques pour la forme horizontale qui est plus longue, alors que pour la forme verticale, on a une faible activité, la forme verticale, une faible activité électrique. Il faut savoir que, donc on nous a dit, rappeler de façon concise ce que représente chaque trait vertical sur les enregistrements. Donc chaque trait vertical, ça correspond à un potentiel d'action. Ça correspond à un potentiel d'action. Donc ces potentiels d'action-là, vous voyez bien, ce sont des potentiels d'action en bâtonnet. C'est des potentiels d'action en bâtonnet. Pourquoi? Parce que ici, il y a la vitesse de balayage de l'oscilloscope est très lente. Elle est lente. Mais si la vitesse de balayage de l'oscilloscope est rapide, on a un tracé plus étalé. On va vous montrer ici. Si la vitesse de balayage était rapide, on aurait avoir un tracé. On allait avoir un tracé donc un potentiel d'action plus étalé comme ça. Voilà, un potentiel d'action plus étalé quoi. Voilà, je vous donne l'allure. Mais on n'a pas ce genre de potentiel d'action. On a donc on a des potentiels d'action en bâtonnet comme ça. On a des potentiels d'action comme ça parce que on a réglé la vitesse de balayage de l'oscilloscope de sorte qu'elle soit lente. C'est pourquoi on a des bâtonnets. Donc, ces traits-là, chaque trait représente un potentiel d'action. Donc, on peut dire ça, on peut dire chaque trait vertical représente un potentiel d'action. C'est 3A, la réponse de 3A. Maintenant, on nous dit en B, indiquer comment la réponse de la fibre traduit les caractéristiques du stimulus. On va répondre directement. Voilà, en B, donc, voilà. Indiquer comment la réponse de la fibre traduit les caractéristiques du stimulus. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que, voilà, on a vu qu'avec la forme, comme on l'avait dit tout à l'heure, avec une forme horizontale plus longue, on a donc une fréquence plus élevée au niveau des fibres optiques. Alors que si la forme en mouvement est verticale, on note ici, regardez, les potentiels d'action sont plus espacés, donc la fréquence est plus lente. Alors ici, donc on va le dire ici, on a dit pour deux formes horizontales en mouvement, la fréquence des potentiels d'action de la fibre optique est plus importante avec la forme la plus longue. Ensuite, ici, la fréquence des potentiels d'action de la fibre optique devient très faible avec la forme verticale. Donc on tire des conclusions, donc on va dire les fibres optiques sont les fibres afférentes du comportement de la prédation chez le crapaud commun. Ensuite, les influx nerveux induisant la capture chez le crapaud sont plus importants avec une forme allongée longue. Voilà. Donc, en C, on nous dit montrer comment les résultats des trois expériences précédentes contribuent à une meilleure compréhension des préférences alimentaires du crapaud. Donc, on va maintenant énumérer toutes les informations qu'on a tirées de ces expériences. Donc, en C, ici, expérience 1, on a le crapaud ne capture la libellule que si elle bouge. Donc, on a tiré ça de cette expérience. En expérience 2, la tentative de capture augmente avec la longueur d'une forme en mouvement et si celle-ci est en position horizontale. Expérience 3, l'activité électrique des fibres optiques est d'autant plus importante que la forme en mouvement est longue et horizontale.
Ces informations issues des 3 expériences montrent que le crapaud préfère les proies de taille assez longue qui se déplacent horizontalement. Donc, voilà. Maintenant, en B, des stimulations électriques expérimentales de certaines cellules situées dans les régions encéphaliques où se terminent les fibres des nerfs optiques déclenchent chez le crapaud la séquence comportementale suivante. Bon, suivante, hein, c'est une séquence comportementale. Donc, on va accorder ici. On va corriger ça. Donc, séquence comportementale suivante. Séquence comportementale suivante. Voilà. Alors, orientation de la tête, c'est ce que ça déclenche. Orientation de la tête, ouverture de la gueule, projection de la langue, essuyage de la gueule. En vous aidant de ces derniers résultats expérimentaux et des conclusions que vous avez dégagées, représentées par un schéma de trajet suivi par l'influx nerveux. Donc, en B, donc on peut dire qu'avec la stimulation de certaines cellules encéphaliques reliées aux fibres optiques, on observe les réactions comportementales de prédation du crapaud. Donc, on peut tirer comme conclusion l'encéphale est le centre nerveux de cette prédation. Voilà, donc l'encéphale, c'est le centre nerveux de cette prédation. Alors, pour le trajet, le schéma du trajet de l'influx nerveux, on a ici donc le récepteur sensoriel qui est la rétine de l'œil, qui est stimulé par donc la proie en déplacement horizontal qui est le stimulus. Ensuite, les fibres optiques vont amener l'information jusqu'à l'encéphale. Et on a donc ça va jusqu'à l'aire visuelle par des neurones d'association. Donc on a une connexion avec l'aire motrice. De là partent des fibres motrices qui vont innerver les effecteurs pour les réactions observées, à savoir l'orientation de la tête, l'ouverture de la gueule, la projection de la langue, l'essuyage de la gueule. Mais ici, donc, les muscles sollicités sont les muscles cervicaux, ça signifie ce sont les muscles du cou, les muscles maxillaires. Donc, les muscles, donc, ces muscles musculaires-là sont les muscles des mâchoires pour l'ouverture de la gueule. Ensuite, les muscles linguaux. Donc, les muscles linguaux sont les muscles de la langue pour la projection de la langue et les muscles de la patte antérieure. Bon, ici, les muscles de la patte antérieure, pourquoi? Parce que l'essuyage de la gueule, en réalité, c'est une réaction comportementale chez le crapaud qui est mal élucidée par les scientifiques, hein, parce qu'à chaque fois, on constate que quand le crapaud ingurgite sa proie, quand il avale donc sa proie, après, il va s'essuyer la gueule avec sa patte antérieure. Donc, l'essuyage de la gueule, c'est pas avec la langue, mais avec la patte antérieure. Et ce sont les muscles de la patte antérieure qui seront sollicités. Alors, les fibres motrices là, donc, vont innerver ces muscles-là, les muscles cervicaux, les muscles maxillaires, les muscles linguaux et les muscles de la patte antérieure. Et on observe donc l'orientation de la tête, ensuite l'ouverture de la gueule, et la projection de la langue et l'essuyage de la gueule. Voilà, donc c'était ça l'exercice. Pour visionner, pour bien lire, il faut faire des pauses et lire l'exercice et suivre la correction et éventuellement refaire l'exo si vous le pouvez. Voilà, je vous remercie.